Bienvenue à tous et à toutes en vos degrés et qualités. Nous sommes très heureux de recevoir pour ces rencontres d'ici Beyrouth, qui sont une sorte de think tank qui dépend de notre média. Un mot sur le média, parce qu'on m'a demandé, il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est normal. Notre média est un média indépendant, libre, qui prend la souveraineté du Liban, son ouverture sur le monde arabe, notamment les pays du Golfe, et sur le monde occidental, et qui prône une économie libérale. Donc ce n'est pas des choses très à la mode ces derniers temps, mais bon, on se bat comme on peut avec ce qu'on peut. Nous sommes un pays, un média souverain. C'est un média global, pour ceux qui ont déjà regardé. C'est un média qui mêle l'actualité, mais aussi beaucoup d'images. Nous avons des studios, un studio, nous faisons des débats, nous avons des invités. D'ailleurs, vous pourrez tous être invités chez nous. Hein. Je vois de très beaux plateaux en perspective. Et c'est un média honnête qui repose sur 3 pieds, la vidéo, le news et des papiers d'analyse qui vont en profondeur. Et je ne voudrais pas vous embêter, je voudrais juste vous demander, de dire, donner les chiffres que j'ai eus tout à l'heure sur le mois dernier qui a vu, qui a regardé, pour vous dire que vous avez raison d'être là ce soir, parce que ça marche très bien notre histoire. Le mois dernier, on a eu 501 000 lecteurs sur le site web et l'application. Nous avons interagi avec, je traduis de l'anglais en même temps, avec 1 120 000 personnes sur les réseaux sociaux, tout réuni. Et nous avons eu 1 million de vidéos vues, 1 million de personnes qui ont vu des vidéos sur tous les supports. Donc vous voyez, c'est un média qui commence à prendre de l'ampleur. Et ce n'est pas des chiffres. Je sais bien qu'au Liban, on est habitué à prendre les chiffres avec des pincettes. Mais ça, c'est des chiffres. Vous ouvrez YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, je ne sais pas quoi, et vous allez et Google, et vous tombez sur ces chiffres. On ne peut pas tricher trop avec le web. Donc soyez les bienvenus. Le thème de ce soir est magnifique, puisqu'il est ô combien d'actualité. Et soyez libres de poser des questions après. Voilà, on a des invités magnifiques. Et Michel, je te laisse la parole. Salut, bon courage. Bon, je voudrais d'abord vous remercier d'être là, souhaiter la bienvenue à Madame la représentante, représentant de l'ONU au Liban, à Monsieur, je ne veux pas me tromper des noms, Monsieur Faris Hassan Amoudi, qui est représentant de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, Walid Bukhari. Je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à Monsieur Jean-Christophe Carré et Monsieur Alexis Martin, qui représente la Banque mondiale. Plus, je voudrais souhaiter la bienvenue générale à Monsieur Msbah Al-Ahda, un ancien député, Mustafa Alouch, Monsieur Edi Abillama, le représentant de Walid Bek, M. Ramil Raïs, et M. Damien Attar, ancien ministre, général Maroun Hette, général Khalil Helou, je l'ai perdu, bref. Bref, M. Riyad Saadi, bref, je ne veux pas nommer tout le monde, ce serait trop long. Donc je vais fixer un peu le cadre de la discussion aujourd'hui. On dit que le Liban s'est engagé dans une nouvelle phase qui est très prometteuse sur le plan que le pays pourrait devenir un pays, disons, pétrolier avec des richesses gazières et pétrolières. Mais tout ça, c'est encore un peu flou. Il y a beaucoup de zones d'ombre encore qui n'ont pas été clarifiées. On va essayer, durant cette heure et demie, 1h30, 1h15, de clarifier certains points qui n'ont pas encore été abordés dans les médias. Nous avons demandé à 3 spécialistes de venir d'apporter leur lecture ou leur éclairage sur ce dossier-là. Je vais commencer par M. Wissam Chbat. Alors, vous êtes membre du conseil d'administration de l'autorité d'administration du secteur du pétrole. Oui. Et vous êtes aussi chef du service de géologie et de géopolitique. Oui. Donc c'est à ce titre qu'on aura besoin de votre expérience. Okay. Je sais que vous avez participé un peu aussi aux négociations en cours qui ont eu lieu. Début au fin.
Oui, donc vous connaissez bien le dossier. Donc on va essayer de vous poser des questions un peu précises pour clarifier un peu tout ce dossier. D'abord, une première question. Je vais poser, alors comment on va organiser ça? Je vais poser à chaque intervenant 2-3 questions. On va consacrer à chaque intervention 10-15 minutes. Et puis on ouvre le débat parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions peut-être qui pourraient être posées. Donc, un problème de logistique. Je vais poser les questions en français. Je pense que M. Schwab pourra combiner entre le français et l'anglais. Et M. Mike Hazard, More anglais, please. il préfère peut-être préférer intervenir en anglais. Madame Laurier, on va axer sur vous en français. C'est la francophonie. La francophonie. Avec un accent italien, mais ça va. Ça va, c'est bien l'accent italien. Bon, alors, M. Schwab, à la première question, ce dossier-là sur les ressources gazières et pétrolières, est-ce qu'on peut l'inscrire, je sais que vous avez abordé un peu cette question, dans un contexte géopolitique? Alors je voudrais préciser, on ne va pas seulement parler de Ghana, on va élargir un peu le débat sur les frontières avec Chypre, avec la Syrie, les perspectives qui dépassent un peu Ghana et qui pourraient aussi s'inscrire dans un contexte, disons, peut-être géopolitique. Est-ce que, d'après votre expérience, ce que vous avez suivi, est-ce qu'il y a un contexte géopolitique qu'il faut prendre en considération, qu'il faut mettre en évidence dans le prolongement de cet accord qui a été signé avec Israël? Ça, c'est après une entrée en matière, disons. Je sais peut-être que vous avez quelque chose à dire à ce sujet. Merci au début pour votre invitation. J'aurais aimé parler en français, mais le sujet est un peu technique, donc j'aimerais parler en anglais si vous permettez. J'ai préparé une présentation pour commencer avec la discussion. Je vais vous répondre maintenant à votre question, mais j'aimerais bien poursuivre le flow de la présentation, si vous permettez. En ce qui concerne la géopolitique, pouvez-vous me donner la présentation ou voulez-vous que je réponde à vos questions? Non, vous pouvez commencer par la présentation, d'accord. J'ai besoin de la présentation, s'il vous plaît. En attendant, nous ne pouvons pas isoler le Liban de ce qui se passe dans la région et sur le plan international dans le marché gazier. La situation est affectée par des risques géopolitiques et par des politiques adoptées par les pays consommateurs et producteurs. Il faut créer un équilibre entre la sécurité énergétique et la transition énergétique. L'équilibre de la sécurité énergétique et de la transition énergétique a été secoué. Je couvrirai cette partie dans cette présentation. Je vais parler aussi de l'impact des risques associés à l'exploitation et de la stabilité de l'exploitation de ces ressources pour pouvoir aboutir aux résultats escomptés, c'est-à-dire transformer les ressources souterraines qui sont épuisables, les transformer en atouts durables. Nous allons parler aussi de la prospectivité au Liban et de la troisième opportunité d'exploiter les ressources au Liban. Deux opportunités ratées plus tard. Je parlerai de cela plus tard. Je partagerai avec vous ma conclusion à la fin. Commençons par les présentations, s'il vous plaît. Monsieur Michel Touma m'a déjà présenté, mais je vous dirai que je suis actuellement membre du conseil de l'administration de l'autorité ou de l'administration pétrolière libanaise. Je travaille aussi au département de géophysique. Il est vrai que le Liban est au centre de la Terre, mais malheureusement, il n'est pas toujours au centre de l'attention. Beaucoup de choses impactent notre pays, que ce soit sur le plan régional, local ou international. Comme je l'ai mentionné précédemment, je vais
Vous parlez du plan. Premièrement, la structure gouvernementale du Liban. Nous nous penchons sur les revenus du secteur. Quelle est la structure gouvernementale qui gouverne ce secteur-là? Comment est-ce que ces deux concepts interagissent ensemble? Nous parlerons aussi de la modalité contractuelle au Liban, comment le système fonctionne. Je pense que beaucoup de personnes ont mal compris la façon dont fonctionne ce système et je passerai à la conclusion à la fin. Pour ce qui est de la définition de la sécurité énergétique, c'est le fait d'avoir des ressources abordables, ou plutôt des ressources à des prix abordables. L'environnement actuel a secoué cette équation-là, a changé cette équation-là. Nos ressources ne sont ni existantes ni abordables. Et cela nous a ramenés en arrière. Il nous a ramenés à une transition énergétique négative, contrairement à d'autres pays. Beaucoup de pays du monde ont des objectifs d'émissions zéro. Mais à cause des prix de nos ressources, nous avons recours à des ressources moins chères, comme le charbon, et cela affecte le processus de transition énergétique en général. Cet équilibre a été secoué, causant une transition énergétique inverse. J'espère que cela ne durera pas pour que nous puissions être sur la bonne voie à nouveau. J'ai voulu vous montrer ces deux présentations. Celui du bas est le prix des différents types de pétrole, ainsi que la qualité du pétrole, où la disponibilité du pétrole ne fait pas de doute. Nous avons plusieurs façons de transporter le pétrole et beaucoup d'infrastructures liées au stockage. Nous manquons de gaz. Le gaz est généralement transporté dans des gazoducs. Il y a moins de gaz transporté dans les bateaux, et là je parle du gaz naturel liquéfié, ce qui met de la pression sur la chaîne d'approvisionnement, surtout dans l'hémisphère nord, en Europe et à l'Est. Le graphe du haut montre que la courbe la plus basse est plus ou moins constante et n'est pas affectée par les variations du cycle de l'offre et de la demande. Et voici la plateforme des prix pour les États-Unis, l'Amérique du Nord. Cela montre que grâce au fait que les États-Unis ont leur propre gaz, leur économie pétrolière n'est pas affectée par les variations dans les autres plateformes. La courbe orange représente le Japon, la Corée et la Malaisie. La bleue, c'est la TTF, qui est une plateforme virtuelle représentant l'Europe. Que veut dire cela? Comparé au pétrole en bas, nous remarquons une volatilité au niveau des prix du pétrole. Ça n'affecte pas toutes les régions, mais cela veut dire que les prix du pétrole ne sont pas affectés par les problèmes de transportation du pétrole. Nous remarquons une disparité au niveau des prix. Les prix au Japon, en Corée et en Malaisie sont de 35% moins chers pendant cette période. Ceci est lié à la façon dont on livre le gaz. Ces pays-là n'ont pas leur propre gaz, n'ont pas de gazoduc. Ils sont obligés de construire un réseau énergétique et leurs fournisseurs principaux sont les gaz naturels liquéfiés et les bateaux. Ils signent des contrats à long terme aussi. Les engagements sont clairs, les prix sont fixes, même s'ils sont affectés par une certaine inflation ou potentielle.
Tous les prix sont affectés par les risques géopolitiques, mais ils sont disponibles puisqu'ils sont liés aux voies d'approvisionnement. Je voulais vous montrer la dernière présentation. Je ne sais pas s'il est clair de voir que le réseau de gazoducs mondial, 1,18 million de kilomètres de gazoducs, les gazoducs représentent 84% des canaux, alors que les 16% restants sont des canaux de pétrole. À savoir que le pétrole est approvisionné dans des bateaux principalement. Le problème principal, c'est vraiment la capacité de stockage dans des pays non producteurs de gaz, ce qui a affecté le prix des gaz, en l'occurrence acheter du gaz à des prix plus chers. Ce que nous voyons ici, les zones vertes représentent le réseau de gazoducs, les zones mauves représentent les canaux d'approvisionnement de pétrole. Pour conclure, le problème du déséquilibre entre la sécurité énergétique et la transition énergétique est lié à deux facteurs. Les investissements dans l'infrastructure ont visé les gazoducs matériels et pas les gazoducs virtuels. En Australie, au Japon, en Corée et en Malaisie, ces pays-là ont investi dans le gaz naturel liquéfié puisqu'ils n'ont pas de gaz naturel, mais ils ne font pas face à des problèmes de sécurité énergétique. La première observation est que les prix du pétrole sont bien corrélés dans les marchés indépendamment de l'emplacement géographique et que les gaz naturels dépendent largement des modalités de transport. Voilà pourquoi les prix du gaz sont élevés. Et si nous les transformons en barils de pétrole à $100 le baril, l'équivalent pour le gaz est de $450. 4 ou 5 fois plus que le prix du pétrole. Au Liban, je vais commencer par cette introduction pour vous dire que nous ne sommes pas isolés. Et à cause de ces problèmes de sécurité énergétique, nous avons une opportunité pour un certain renouveau. Après avoir raté 2 opportunités, nous voilà devant une 3e opportunité pour pouvoir vraiment exploiter ces ressources. Le Liban occupe cet espace-là. Après les multiples découvertes de pétrole en Égypte, en Palestine occupée, en Syrie et à Chypre, nous espérons que ces zones jaunes du bassin libanais, qui ont fait l'objet d'études sismiques, que ces zones-là puissent être transformées en zones exploitables comme dans d'autres régions. Ce processus nécessite de la discipline, de l'immunité vis-à-vis des problèmes politiques au Liban et d'immunité vis-à-vis des risques géopolitiques autour du Liban. Et nous retournons à votre question, Monsieur Touma. Nous avons signé un accord récemment avec Israël dans le sud, avec la médiation des États-Unis et des garanties américaines, françaises et celles du secteur privé. Nous avons lancé des activités pour compléter la médiation avec Chypre. Je pense que ce ne sera pas laborieux. Et nous négocions actuellement les frontières maritimes avec la Syrie au nord. Si nous délimitons bien les frontières libanaises, cela réduira les risques géopolitiques, donnera libre cours à l'exploitation de nos ressources
Nous n'avons pas de risque souterrain, de risque géologique, mais nous avons des risques au-dessus du sol, des risques plutôt élevés, dus à plusieurs facteurs. Mais au moins, récemment, nous avons écarté un des risques géopolitiques majeurs, à savoir les frontières maritimes dans le sud. Je voudrais donner espoir au sujet de la prospectivité de ce secteur dans le pays. Ce ne sont pas des vœux pieux, mais c'est surtout lié à des études, à de la science, à un travail de 10 ou de 12 ans. Je parle là d'une feuille de route pour la prospectivité. Voici les offshores libanaises. Vous pouvez voir que ces offshores sont divisés en 10 blocs. Le bloc 9, qui sera foré ici et qui s'étendra jusqu'au sud de la frontière maritime qui a été approuvée récemment. Le bloc 4, qui a été bien foré en 2020. Et malheureusement, il s'est avéré que c'est sec. Je ne parlerai pas longtemps de cela. Ces couleurs indiquent des zones exploitables. C'est tout ce que l'on peut faire avec toutes les études que nous avons menées. Et c'est là que les compagnies joueront un rôle important pour évaluer les possibilités et faire fructifier les efforts. Je vais parler à présent de la structure gouvernementale dans ce secteur-là au Liban et comment les lois sont mises en œuvre. Nous avons 4 parties gouvernantes, l'administration libanaise du pétrole, le ministère de l'électricité et de l'eau, le conseil des ministres et le Parlement qui émet des lois relatives au sujet. N'oublions pas non plus l'intérêt des Libanais et de la société civile dans le processus monétaire. Je vais parler brièvement de ce sujet-là. Le premier exploit a été réalisé en 2007 avec l'adoption de la politique pétrolière jusqu'en 2022 avec la ratification du registre pétrolier. Les lois offshore en 2010, la création de l'administration libanaise du pétrole en 2012, le décret opérationnel et technique pétrolier en 2013, les préqualifications des compagnies en 2013 aussi, les décrets 42 et 43 en 2013 pour le protocole pétrolier, la loi 57 en 2017 relative aux activités de taxation des activités pétrolières et finalement l'amélioration de la transparence gazière et pétrolière en 2018 par l'adoption des provisions non contraignantes qui sont devenues contraignantes grâce à ce décret-là. Beaucoup de travail a été fait sur la transparence pour protéger les parties concernées. Et le décret du registre pétrolier en 2022, comme je l'ai dit précédemment. Nous avons eu une permission de travailler sur les blocs 4 et 9 en collaboration avec Total et Novatek. Novatek s'est retiré récemment, étant donné que Qatar Energy a décidé de se joindre au consortium. Nous espérons que bientôt ce transfert sera opéré. Nous passons à la loi 132. Le premier exploit réalisé est de nature légale. Je m'explique. L'article 4 stipule que l'État a l'exclusivité de gérance des ressources pétrolières.
Parfois, l'État lègue les activités pétrolières aux entrepreneurs. Mais dans notre cas, à nous, c'est l'État qui gère tout. Ensuite, nous passons à l'article 3. C'est-à-dire, je parle là du fonds souverain. L'État est censé préserver le capital du fonds souverain ou de ces ressources-là et investir les revenus pour les générations actuelles et futures. Il s'agit d'un système dynamique. 10 ans, ce système-là était moderne, mais il faut le renouveler de nos jours pour le rendre plus adaptable, plus adapté, pardon. Article 6.2. L'article stipule la nécessité d'établir des compagnies pétrolières nationales L'article 6.2 met en relief un sujet principal qui est l'établissement d'une compagnie pétrolière nationale et met le doigt sur l'importance du timing qui est souvent négligé. Ce n'est qu'après avoir reconnu l'existence de découvertes commerciales robustes qu'une compagnie pétrolière nationale pourra être établie. Étant donné qu'aujourd'hui nous n'avons rien découvert encore, la loi lie le timing aux découvertes commerciales. Chapitre 2. Les rôles et responsabilités du Conseil des ministres, du ministre et de l'administration pétrolière libanaise. L'article 10 parle du rôle de l'administration pétrolière libanaise et des responsabilités de cette administration. Le chapitre 4 parle de l'exploration et des droits de production et de procédure. L'article 27 parle de la production prudente et étudiée. Une fois la production lancée, elle doit être prudente pour pouvoir extraire le plus grand volume possible de pétrole souterrain, plutôt que de travailler rapidement et de mettre en danger les ressources pétrolières en question que l'on ne pourra plus produire dans l'avenir. Chapitre 7, les parts pétrolières. Chapitre 9, la sécurité, la bonne santé et l'environnement. Toutes les régulations doivent être prises en vue de garantir ces deux principes-là. Son Excellence, M. Demianos Kaptar, a travaillé dans ce domaine-là et a joué un rôle très important. Je parlerai brièvement de la façon dont les parts sont distribuées. Nous commençons par la composante première, les redevances, c'est-à-dire les taxes sur la production brute. Il s'agit de la première composante de la part du gouvernement. Ensuite, le pétrole existant, qui est divisé en coûts pétroliers et en profits pétroliers. Les profits pétroliers sont répartis entre le gouvernement selon les éléments de l'accord et l'entrepreneur ou les compagnies, le consortium. Donc les profits gouvernementaux pétroliers sont la deuxième composante de la part du gouvernement. Ensuite, nous avons les taxes sur le revenu qui ont été amendées par la loi en 2018 pour constituer 20% des activités pétrolières. Et nous passons ensuite à la dernière composante de la part du gouvernement, à savoir 1 plus 2 plus 3. Les taxes, les redevances et les profits pétroliers. Il ne s'agit pas d'un système fixe avec des pourcentages 50-50 ou 60-40. C'est un système progressiste pour saisir les volumes, les prix et les capitaux. Plus nous dépensons, plus le gouvernement profite. Pour conclure, nous pouvons dire que l'exploitation des ressources naturelles nécessite de la stabilité, clairement.
La troisième opportunité en faveur des ressources, du développement des ressources libanaises. Entre 2010 et 2018, beaucoup d'opportunités ont été ratées, mais des lois ont été ratifiées. Nous avons ratifié des décrets. Nous n'accusons personne, mais c'est une réalité. Mais nous devons vraiment apprendre la leçon. Pour pouvoir bénéficier des revenus de ce secteur-là et pour le bien-être du peuple libanais, nous devons protéger ce secteur contre les vents contraires et assurer une certaine immunité vis-à-vis des impasses politiques et des conflits. Je vous remercie et désolé d'avoir parlé plus longtemps que prévu. Merci d'abord pour l'exposé exhaustif. Je voudrais rebondir sur le dernier point que vous avez soulevé. Vous avez dit qu'il faut bétonner, disons, le secteur à l'égard des interférences politiques. Je ne voudrais pas dire politiciennes, disons. Est-ce qu'il y a un mécanisme concret qui est prévu et quel est le rôle de l'autorité d'administration du secteur du pétrole pour empêcher justement un blocage politicien? Nous sommes au Liban. Nous savons tous un peu quelles sont les contraintes du Liban. Est-ce qu'il y a un mécanisme, est-ce qu'il y a un rôle spécifique qui est prévu à l'autorité d'administration du secteur pour empêcher les blocages d'éventuels blocages politiques ou empêcher une exploitation politicienne de tout ce secteur? Parce que vous avez précisé qu'il y a 4 niveaux, disons, de contrôle, mais ces 4 niveaux, est-ce qu'ils ne risquent pas de provoquer un blocage entre le Parlement et l'autorité en passant par le Conseil des ministres et le ministère? Eh bien, merci pour votre question. Sur gouvernementale, au premier pilier, c'est-à-dire l'administration libanaise du pétrole ou l'administration pétrolière libanaise, au moment de la rédaction de la loi, toutes les opérations, les audits et les responsabilités ont été laissées à l'APL. Mais il faut que nous nous référions à la constitution libanaise qui accorde le pétrole au ministre, au Conseil des ministres. À mon avis, 70% des besoins opérationnels peuvent être adressés au sein de l'APL sans impact généré par les politiques étrangères. Mais pour pouvoir donner une certaine permission, le Conseil des ministres doit l'approuver. Ce n'est pas une décision donnée à l'APL. Elle n'est pas censée être donnée à l'APL puisque nous sommes censés penser à 3 piliers, le pilier régulateur, le pilier des politiques et le pilier commercial. Ce n'est pas censé être du recours d'une seule entité. Je vous donne un exemple pratique. Nous n'avons pas de gouvernement actuellement. Nous n'avons qu'un gouvernement intérimaire. Nous n'avons pas de président. Le Parlement est pratiquement doit élire un président. Nous poursuivons les opérations. Nous allons continuer à travailler sur la répartition des parts avec Qatar Energy. Nous allons faire le premier forage dans le sud sans avoir besoin de nous référer au ministre et au Conseil des ministres au moins. Donc nous sommes en partie protégés, mais à nouveau, nous ne pouvons pas donner toutes les responsabilités à une seule équipe, l'APL, parce que sinon cela créera des problèmes entre les demandeurs, les entités commerciales et les régulateurs, à savoir l'APL. Pour spéculer ou pour vous donner une idée, ce secteur doit être perçu comme un secteur stratégique. Il faut résoudre 1 ou 2 problèmes de cette façon-là pour pouvoir avoir des résultats.
loin des luttes politiques habituelles dans le pays. Si nous élevons ce secteur au rang de secteur stratégique, c'était vraiment le défi en Norvège aussi. Ce n'est pas un problème de confessionnalisme, c'était un problème de partis politiques qui se sont mis d'accord sur le fait de devoir élever ce secteur au rang de secteur stratégique pour pouvoir voilà, justement construire un secteur prometteur, un système de soins, un système de prospérité en fait, ou une certaine prospérité sociale notable. Voilà, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Ok, merci. Je voudrais passer à Madame Lori Haïtayan. Vous êtes directrice. Ah, il y a un micro, les deux? Ah, les deux, Yann. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Vous êtes directrice de la région MENA de l'Institut de la gouvernance des ressources naturelles. Oui. Mais en même temps, vous êtes reconnue comme étant l'un des principaux experts dans le domaine des ressources gazières et pétrolières. Et vous suivez ce dossier de très près depuis longtemps. Oui. Alors, je voudrais aborder avec vous deux aspects qui sont importants. D'abord, d'une manière générale, à quoi, compte tenu des informations de votre suivi de ce dossier, à quoi on devrait s'attendre au niveau de l'exploitation de ces ressources gazières et pétrolières? Parce que les pronostics sont très larges. Certaines sources donnent des pronostics très optimistes, d'autres qui sont plus réservés. À quoi on devrait s'attendre? Est-ce qu'on pourrait faire des projections qui permettraient une exportation, une commercialisation de ces ressources, ou bien il faudrait se contenter du marché interne? Quelles sont les perspectives, disons, les pronostics, compte tenu des données actuelles, sans nous limiter au champ de Ghana, de manière globale? Bien sûr. Oui. Donc, merci pour l'invitation. Et je vais essayer de parler en français avec un accent que je ne sais pas c'est quoi l'accent, mais je vais essayer de me débrouiller avec tout ça. Et donc, je pense que les pronostics ou les projections, on ne peut pas en faire maintenant. Et Hussam, je pense qu'il peut être d'accord avec ça, parce qu'on n'a pas de découverte encore. Donc, pas de découverte. On a 10 blocs, et ça, c'est la 3e chance. Je ne sais pas si ça va être la 3e chance et la dernière de pouvoir exploiter. Mais aujourd'hui, on n'a pas de découverte. Donc, de mettre un chiffre en dollars sur quelque chose qui n'existe pas, ce n'est pas quelque chose de sain. Parce qu'on a vu en 2018, en 2020, quand il y a eu la première exploitation du bloc 4, et il y a eu toutes ces expectations, et puis, en fin de compte, on n'a pas eu de gaz. Et puis, il y a eu des gens qui n'ont pas accepté le résultat. Ils ont dit que non, c'est Total qui a trouvé du gaz, mais parce que des décisions politiques et tout ça, ils n'ont pas annoncé tout ça. Donc, c'est très important de parler au public et de leur dire exactement qu'est-ce qui nous attend. Donc, moi, je ne suis pas politicienne, donc je ne parle pas le langage des politiciens en disant que oui, demain, on va devenir très riche. Donc, moi, j'ai besoin que les compagnies viennent, essaient de travailler, et ça prend du temps. Donc, l'exploitation, maintenant, peut-être ça va prendre 2 ans, on ne sait pas. Peut-être que ça va prendre 1 an et demi, on ne sait pas. On attend Total pour nous dire, pour nous donner le plan de travail et pour nous dire quand est-ce qu'ils vont faire le forage. En 2022, je ne pense pas. Donc, 2023, combien ça va prendre de temps? Et puis, encore une fois, le public doit savoir qu'on a trois scénarios. Donc, le scénario pessimiste, c'est qu'il n'y a pas de découverte. Et aujourd'hui, on parle seulement de Cana. Parce qu'aujourd'hui, on a le bloc 4, que personne n'en est en train de parler, et on a le bloc 9, que tout le monde est en train de faire cette fixation, et espérant qu'on va trouver quelque chose dans le bloc 9. Parce que les autres blocs, on n'a pas de compagnie. Donc, et je ne sais pas si le 15 décembre, on va avoir une surprise avec des compagnies qui vont venir, et on attend tout ça. Donc, maintenant, on a seulement le bloc 9 avec tout l'espoir que le peuple libanais est en train de mettre sur le bloc 9. Donc, on fait un forage sans découverte, comme bloc 4. Ça, c'est une éventualité. On peut avoir ça. Et puis, ou on peut avoir une découverte, mais très petite, et la compagnie va dire que non, on ne peut rien faire avec ça. Ce n'est pas commercial, et on laisse tomber. Et troisième
scénario, c'est que oui, on va avoir une découverte qui est commerciale. Et on va donc, avec ça, on commence à parler que, OK, qu'est-ce qui va se passer? Donc maintenant, avec la commercialisation, si on a une découverte commerciale, on a une situation qui est particulière, parce que je ne sais pas, ils ne veulent pas l'appeler Joint Development Agreement, mais on a une situation où on doit négocier avec les Israéliens. Et s'il y a une découverte et qui passe, comme l'a dit Wissam, que ça peut-être dépasser la ligne 23, donc notre frontière, et ça peut dépasser à la frontière israélienne, donc on doit travailler avec les Israéliens. C'est pas le gouvernement libanais, c'est Total. Mais en fin de compte, Total ne doit pas faire ce qu'elle veut sans revenir au gouvernement libanais. Et j'espère qu'ils sont en train de consulter le gouvernement libanais. Parce que c'est avec ce framework agreement qu'on a vu hier, si le gouvernement libanais n'a pas été consulté, c'est très grave. Et si le gouvernement libanais a été consulté et a dit OK sur ce agreement, c'est plus grave encore. Donc, si on a une découverte qui passe à la ligne, après la ligne 23, donc on a à parler avec donc, finalement, les Israéliens doivent avoir un droit à dire oui ou non sur des choses qu'on a vraiment hier lues. Donc, premièrement, il n'y a pas de production ou d'exploitation et de production si les Israéliens n'ont pas eu un deal avec Total qu'ils pensent que c'est un deal qui est en leur faveur. Donc, s'il n'y a pas un OK des Israéliens, nous, on ne peut rien faire. Ça, c'est très clair dans ce qu'ils ont signé hier. Donc, après ça, avec le développement, il y a, avant même de penser au développement, il y a des obstacles. Et on parle ici d'obstacles pour qu'on puisse trouver des solutions. Donc, premièrement, si on veut développer ce qu'on a trouvé, disons. Donc, on a premièrement l'infrastructure qu'on doit mettre. Donc ça, on doit penser à l'infrastructure. Donc, on voit maintenant en Israël avec Karish, parce que c'est un petit gisement, donc ils ont eu un floating unit, parce que c'est pas un très grand, c'est pas une découverte assez grande comme Livat et Tamar. Donc, c'est un floating unit qu'ils ont décidé de faire. Ça a pris plus que 2 ans. Peut-être c'est à cause de Covid et tout ça, ça a pris plus de temps que nécessaire. Mais quand même, il y a quelque chose qui doit peut-être se construire. Et puis, avec tout ça, on doit parler aussi avec l'infrastructure locale. Donc, s'il y a besoin de pipelines, on a besoin de mettre. Tout ça, ça prend beaucoup de temps à construire et à décider. Et puis, vous avez à penser quand même au marché. Parce que ça aussi, on prend la décision est prise sur ces données. Donc, l'infrastructure qu'on va mettre, et puis on a aussi les marchés. Donc, où sont les marchés du Liban? Donc, local, oui, on parle de l'électricité et de l'industrie. Donc, aujourd'hui, est-ce que tout est prêt? Ça fait 10 ans qu'on veut, 10 ans et plus que 10 ans qu'on doit construire ces power plants. OK. Espérons qu'on va les construire. Donc, vous avez besoin c'est quoi la consommation? C'est quoi ce que le marché libanais a besoin? Donc, on ne sait pas maintenant parce que le problème, c'est premièrement l'électricité et deuxièmement l'industrie. Aujourd'hui, avec les problèmes qu'on a au Liban, avec les données qu'on a, avec tout ce qu'on parle, on ne sait pas c'est quoi la consommation à prévoir pour demain. Parce qu'on ne sait pas comment l'économie va réagir. On ne sait pas comment on va faire la recovery, la economic recovery, pour savoir combien on a besoin pour l'électricité, combien on en a besoin pour l'industrie. Je ne sais même pas si l'industrie va pouvoir survivre tout ça ou elle est en train de survivre tout ça. Donc, on a besoin de savoir, de faire l'analyse du marché pour savoir combien on a besoin pour le marché, pour en savoir si le marché est suffisant ou bien sûr si on va exporter. Donc, exporter, ça va être où? Sans la contrebande, évidemment. Oui, on parle maintenant dans un monde parfait. Donc, en plus, on vient au marché, on doit exporter. Donc, le marché régional. Aujourd'hui, c'est qui notre marché? Est-ce que c'est la Syrie? Est-ce que c'est la Jordanie? Est-ce que c'est l'Égypte? Est-ce que c'est qui?
Donc on doit savoir, parce qu'eux, ils doivent savoir, ils doivent avoir un assessment, si vous voulez, parce qu'ils doivent faire des scénarios pour savoir qui est le marché d'exportation et c'est quoi les infrastructures qu'on a besoin. Est-ce qu'on les a ou on n'a pas? On a aujourd'hui le Arab Gas Pipeline qui passe de la Syrie, du Liban, Syrie, Jordanie et l'Égypte. On n'a pas d'autres infrastructures qui existent aujourd'hui. Donc après, pour le marché international, c'est la même chose. Comment sortir le gaz du Liban en dehors du Liban? Ça, c'est la question. Et ça, c'est pas une question qui est banale. Et ce n'est pas une question qui est une question de technique et technicalité. C'est une question politique. Donc, on a aujourd'hui le Arab Gas Pipeline. Donc, on a la Syrie. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Syrie? C'est une décision politique. Est-ce que la Syrie est notre ennemi ou pas? Je ne sais pas aujourd'hui, en tant que Libanaise. Je ne sais pas c'est quoi la politique. Donc, on a un problème politique. Et puis après, si on a besoin d'utiliser l'infrastructure qui existe dans la région, est-ce qu'on peut prendre cette décision? Donc, encore une fois, la politique. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que sans la politique, on peut faire tout et on peut travailler en parallèle, on laisse la politique. Et non, ça ne peut pas se passer. Donc, il y a des questions vraiment très importantes qu'on doit, en tant que Libanais, à parler, à discuter et avoir des réponses, parce que demain, Total va poser toutes ces questions. Elle va dire, OK, donc c'est où le marché? Et quelle infrastructure allons-nous utiliser? Est-ce qu'on va utiliser le Arab Gas Pipeline? Il y a du gaz israélien. Question, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va utiliser le LNG terminus en Égypte. Les Israéliens l'utilisent. Qu'est-ce qu'on va faire? On l'utilise ou pas? Sinon, comment faire sortir le gaz du Liban? Comment on va le faire sortir? Personne ne va construire un VIP lane pour nous, parce que nous, on est les Libanais, ou ou parce qu'il y a la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Ça c'est quelque chose qui peut aider les compagnies à être vraiment, si tu veux, un intérêt, comme a dit Wissam, il y a un intérêt peut-être aujourd'hui, mais avec toutes les complications qu'on a dans le pays, ça va être très, très difficile pour eux. L'Union européenne, quand ils voulaient diversifier le gaz et des sources, ils sont venus chez Israël et l'Égypte. Et puis, nous, on fait l'interprétation que le deal qu'on a fait avec l'Israël, ça a été possible parce qu'on veut la stabilité dans la région, parce que l'Union européenne veut avoir des ressources du Liban et tout ça. Peut-être, mais c'est un peu exagéré. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de découverte. Si on va faire la découverte, peut-être ça va être dans 2023, avec toutes les complications. Si on va avoir du gaz, ce n'est pas pour bientôt. Et pour bientôt, ça veut dire on part 2030 peut-être. Après 2030, le monde change. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, on a un problème. C'est vrai, aujourd'hui, on a un problème de gaz, et où trouver le gaz, et l'energy security et tout ça. Mais en même temps, l'Union européenne est très claire. Elle dit que nous, on continue avec nos plans de transition énergétique. Donc, on va aboutir à un moment où peut-être ce gaz ne va pas avoir de marché. Donc, on doit penser à tout ça. Et les compagnies vont penser à tout ça avant de décider que oui, le gaz qu'on a trouvé a une place, le gaz libanais a une place. Et puis, on doit parler... donc, tout ça, c'est très important. Donc, et je ne sais pas en même temps comment faire avec le gaz qu'on a au Liban, si c'est high emission, low emission, ça, je ne sais pas. C'est parce qu'encore une fois, ça c'est très important pour les Européens. Si on pense que le marché européen, c'est le marché pour nous. Donc, la politique joue un rôle très important. Malheureusement, encore une fois, Wissam dit que peut-être ça c'est la troisième fois, et mais encore une fois, on est dans la même situation. On n'a pas de président, et on n'a pas de gouvernement, et on a un parlement que... God knows qu'est-ce qu'ils font. Donc, on est dans la même situation, le blocage après blocage, et toujours, on a la même situation où on a des opportunités qu'on est en train de vraiment gâcher. Donc, j'espère, pour des années et des années, j'ai travaillé avec la LPA, je sais comment ils sont en train de travailler, je sais la frustration, et je sais que Wissam, il représente aujourd'hui le gouvernement, et tout ce qu'il dit est bien. Mais il y a un problème politique qui est très important, qu'on n'est pas en train de gérer. Et si on va continuer comme ça, on va ni avoir du gaz, ni avoir de l'argent, ni avoir l'économie
qui ne doit jamais être basé sur le gaz. Ça, c'est bien entendu. Je pense que Mike va parler maintenant du resource curse. Jamais on peut dire que notre économie qui est souffrante aujourd'hui, on va la baser sur le gaz. On va devenir très riche et on va faire comme les autres ont fait depuis des années. Ils sont en train de souffrir maintenant parce qu'ils n'ont pas d'économie diversifiée. Ils sont en train de faire de leur mieux de diversifier leur économie. Notre économie ne peut pas être basée sur le gaz, bien sûr, ou sur les revenus des gaz. Parce que l'idée, c'est aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des réformes, on a besoin de rien faire. On fait un deal sur les frontières maritimes et puis demain, tout va se régler. Ce n'est pas le cas. Donc, on a travaillé beaucoup et on a bossé sur la politique. Sinon, on va continuer à avoir le même problème jour après jour. Donc, je pense que, comme Wissam a dit, l'enjeu aujourd'hui, c'est encore une fois la gouvernance et la politique. Donc, j'espère qu'ils vont continuer avec la transparence qu'ils avaient toujours entre la LPA. Et je pense qu'ils doivent bouger et ils doivent forcer le gouvernement d'être plus transparent et de communiquer avec le peuple sur tout ce qui a rapport avec ce secteur. Et puis, j'espère aussi une fois que quand ce Parlement va discuter en tout ce qui a rapport avec le Sovereign Wealth Fund, parce qu'aujourd'hui, on a 3 lois qui sont au Parlement, donc avec 3, peut-être des visions pas compatibles, si on veut, dans chacun des lois. Donc, c'est très important pour le Liban d'avoir une vision très claire, une stratégie très claire, pour qu'on puisse vraiment utiliser d'une manière très efficient le gaz, si on va avoir du gaz et les revenus du gaz. Et je pense que, encore une fois, les institutions aujourd'hui sont complètement affaiblies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit parler aujourd'hui. Je sais que le dernier décret qui a été passé, il y a eu beaucoup de langage dans ce décret avec tout ce qui a rapport avec comment trouver les moyens financiers pour que la LPA puisse continuer à travailler. Donc aujourd'hui, avec le salaire qu'ils ont et avec toutes les institutions qui sont affaiblies, ils ne peuvent pas faire le travail. Donc ça, c'est très important. Est-ce qu'on a les capacités humaines pour continuer avec ce travail? On n'est pas en 2018. En 2018, Wissam peut vous dire combien il y avait dans la LPA. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent à la LPA? Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour eux aussi. Donc on ne peut pas seulement parler du blablabla, on va devenir riche, quand on est en train d'oublier tout ce qui est essentiel. Les capacités humaines n'existent pas. Donc ça, c'est très important. Comment le LPA puisse continuer avec le travail qu'ils peuvent faire avec 3 ou 4 ou 5 personnes. Et qui va être, même si aujourd'hui on dit, ils vont nous dire que oui, il y a maintenant 10 offres de travail à la LPA. Et avec quel salaire? Et qui va venir travailler? Donc ça, c'est très important aussi pour la continuité du travail. Et bien sûr, on dit tout ça parce que ça, c'est le challenge. On doit travailler tous ensemble pour trouver les solutions pour ces difficultés. C'est pas pour dire que ça, c'est la réalité qu'on doit mettre sur la table pour qu'on puisse travailler ensemble, tous, si on veut vraiment bénéficier de ce secteur. Même si c'est pour le marché local, je ne sais pas combien on peut bénéficier, mais c'est quelque chose qui continue et c'est un devoir pour les Libanais tous ensemble de travailler ensemble pour qu'on puisse vraiment bénéficier de ça. Et puis je pense que premièrement la vision est sortir du problème qu'on a aujourd'hui avec les réformes qu'on a besoin. Donc c'est les réformes et c'est pas le gaz et le gaz. Une ou deux questions concrètes. D'abord, vous avez dit qu'on ne sait pas encore ce bloc neuf, si vraiment il y a des ressources qui valent la peine. Mais le fait que les Israéliens aient commencé à exploiter le champ de Karish et qu'ils ils ont obtenu 17% des revenus du champ de Ghana. Est-ce que ça, ce n'est pas un indice que vraiment il y a quelque chose qui vaille la peine au niveau des ressources, surtout que Karish n'est pas très loin de Ghana. Donc si les Israéliens ont commencé à exploiter là-bas
ce qu'il y a. Oui. Premièrement, c'est lui qui parle de la géologie. Il peut te dire. Premièrement, on dit toujours ça, et je pense qu'on dit toujours que la géologie n'est pas comme la géographie, ou la géographie n'a rien à voir avec la géologie. Ça, c'est parce qu'on a nos amis les Tunisiens, ils ont le même problème, qu'ils pensent toujours que la Libye a du gaz, a du pétrole ou du gaz, et l'Algérie et ils sont au milieu, pourquoi ils n'en ont pas? Donc il y a quelque chose qui est flou. Donc, premièrement, même Total, hier, dans le communiqué qu'ils ont publié à propos du deal qu'ils ont fait avec Israël, même Total, qui a les données, a dit que peut-être qu'il y aura du gaz qui peut passer la ligne 23, qui peut franchir la ligne 23. Eux-mêmes, ils utilisent le maybe et le might. Et ils n'utilisent pas le langage qui est le langage. Nous, là, il y a du gaz, et ça, c'est la limite du réservoir, et le réservoir passe la ligne 23 et tout ça. Donc, on doit être très, très, très prudent avec le langage qu'on utilise. Peut-être qu'on va trouver du gaz, bien sûr, et peut-être qu'on ne va pas trouver. Peut-être qu'on va trouver un petit gisement, on ne sait pas. Donc, parce que tout à côté de Karish, maintenant, avec Energean, la compagnie qui est en train de faire les investissements et le forage, les gisements ou les découvertes qu'ils sont en train de faire alentour de Karish, ce sont des découvertes pas aussi prometteuses. Donc, c'est pour cela on dit toujours, on doit faire le forage, on attend les résultats, et puis, accordingly, on pense au plan B. Une dernière question, oui. Vous qui suivez de près tout ce dossier, oui. Est-ce que vous avez des indications, des informations sur l'accord qui a été négocié et conclu entre Total et Israël? Et dans cet accord, s'il est vraiment public, s'il est connu, je sais que la presse israélienne en a... Oui, la presse israélienne nous avait bien... Est-ce qu'il y a des points qui nous concernent directement dans cet accord? Évidemment. Bien sûr. Et quels sont ces points? Bien sûr. Oui. Donc, premièrement, le deal qui a été fait hier, et ça a été publié sur le site du ministère de l'Énergie, et sur le site israélien, et sur les sites publics israéliens. Donc, et encore une fois, comme je dis avant, si le gouvernement libanais a été consulté sur ça, et il a dit OK, c'est grave, très grave, et s'il n'a pas été consulté aussi, c'est grave. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on est en train de dire que s'il y a un gisement, s'il y a une découverte qui franchit la ligne 23, donc c'est commun, le réservoir est commun entre le Liban et Israël, Israël a des droits. C'est ce qu'on a accepté dans le deal qu'on a fait le premier, du 27 octobre. Et aujourd'hui, le deal que Israël a fait avec Total, c'est la continuation du deal du 27 octobre. À part les 17%. On ne parle pas de pourcentage, mais tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils disent, que maintenant, on a un framework qui est complètement différent du financial deal qui va être fait quand il y a une découverte. Et quand on est sûr qu'il y a du gaz qu'on peut développer et produire. Okay? Donc, mais le framework maintenant, le langage qui est dedans, donc il y a 7 points. Donc le premier point qui insiste sur le point que Israël a des droits, s'il y a une découverte qui franchit la ligne 23, ils ont un droit et ils ont le droit à une compensation. Ça c'est clair. OK? Et puis, ils disent, le deuxième point qu'ils disent, c'est que ce deal a été fait en Total, Eni, qui sont maintenant les partenaires du consortium du bloc 9, avec Israël, et ils disent que s'il va y avoir un autre partenaire au consortium, Israël will be like je vais dire, any further partner in the consortium, not consortium, will be approved by Israel and will be bound by this agreement. Donc, les Israéliens, ils sont en train de dire, le partenaire qui va venir dans le consortium libanais, les Israéliens ont le droit de dire oui ou non. En l'occurrence, le Qatar, absolument. Donc, maintenant, on doit attendre si les Israéliens, ils approuvent ou non du Qatar. Donc, sinon, on ne peut pas. Donc, dans le langage qui existait dans le deal du 27 octobre, c'était pas aussi clair que ça. C'était pas aussi, comment le dire, blunt. Hein? Donc, en plus, ils disent,
there will be no development of the reservoir before signing a detailed agreement and transferring the proceeds to Israel. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de développement si Israël n'a pas un deal avec Total, le financial deal qui était dans le deal du 27 octobre. Donc, s'il n'y a pas un financial deal entre Israël et Total, donc on ne peut pas développer ce qu'on appelle Cana. Et puis, ils disent encore une fois que Total doit partager les informations concernant Cana, si ça existe. Et puis, ils disent que, ils disent encore une fois que Total va faire le assessment. Donc, elle va faire, si Cana se trouve, il y a une découverte. Donc, Total va nous donner le assessment du size and limits of the reservoir. Mais quand même, il y a un langage qui dit que if there is a disagreement, donc on va avoir recours à un expert pour donner un troisième avis. Donc, pourquoi on dit ça? C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a eu le même cas avec Chypre et Israël. Donc Chypre avec Aphrodite qui a été découvert en 2011. Il y a eu une petite partie qui franchit la zone économique chypriote vers Israël. Ça fait 10 ans qu'ils essaient de trouver un agreement, un unitization agreement, un accord de partage, et ils n'ont pas pu le trouver. Donc ça fait 10 ans. Donc Israël peut avoir la décision de dire que moi, le assessment qu'a fait Total à propos du réservoir et la limite et le volume et tout ça, moi je n'accepte pas ça. Donc on veut un third expert, un third party, ou je ne sais pas qui, dans ce cas avec le deal qu'on a eu avec le 27 octobre. Donc je pense que peut-être ça va être un Américain qui va venir pour nous dire que si c'est le disagreement, comment on va gérer le disagreement. Donc ça c'est très important. Donc ça, en plus, ils te disent que avec le appraisal, donc si on trouve le gaz, on fait le appraisal, si on va dans la démarche de la production, donc il y a une partie de l'argent qui va être donné aux Israéliens. Sinon, on ne peut pas continuer avec le développement. Donc on doit leur payer avant et puis on peut développer. Donc ça, même avant que le Liban même avant que le Liban n'ait été payé, les Israéliens vont être payés pour qu'on puisse continuer avec ça. Ça, c'est dans l'agreement. Donc, et puis, on va voir c'est quoi le mécanisme de l'agreement, parce qu'ils disent qu'après, quand on passe au développement, donc 25 ans à 50 ans, donc il y a des paiements qui vont se faire. Donc, installments or not, on ne sait pas, parce qu'ils ont dit que ça va être les détails du financial agreement, l'accord financier qu'ils vont faire ensemble. Donc ça a été signé hier entre Israël et Total. Donc, c'est pour cela que je te dis, encore une fois, si le gouvernement libanais a été consulté, a dit OK, et c'est grave, si le gouvernement libanais n'a pas été consulté de tout sur ça, c'est très grave. Parce que Mike peut te dire que ça a des implications sur nos profits et sur nos revenus. Donc, on ne peut pas dire que, encore une fois, non, on n'a rien à faire avec tout ça, c'est entre Total et Israël, nous, on s'en fout de tout ça, on n'a rien à faire avec ça. On a affaire avec ça. Et puis, on a donné à Israël beaucoup de pouvoir à décider de ce que va devenir l'avenir de Cana. En fin de compte, une phrase de politique, en fin de compte, parce que c'est très important aussi pour le contexte politique libanais. Donc, ce deal, on a dit que le Hezbollah prend fierté qu'il a joué un rôle très important à concrétiser ce deal. En fin de compte, ce deal donne beaucoup de pouvoir à Cana. Donc, en fin de compte, l'équation de Karish pour eux et Cana pour nous n'existe pas. C'est Karish pour eux et toutes les décisions de Cana pour eux aussi. Et ça, c'est la fierté du Hezbollah. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, avec les Américains, parce que les Américains étaient très contents de voir Hezbollah donner des garanties et sécuriser un deal qui est aussi qui donne beaucoup de pouvoir aux Israéliens sur des gisements qui doivent être pour nous
Mais en même temps, n'oubliez pas que ça aurait été commun si c'était dans un autre contexte, parce que ça peut être un common reservoir. Donc si on a un common reservoir, donc un réservoir qui est commun en deux pays, il y a des accords qui doivent se faire. Mais nous, en tant que Libanais, la manière qu'on a géré ce dossier, disant que nous, c'est une victoire et Cana est à nous, et on a oublié la loi internationale, et on s'est fixé sur Cana et les droits de Cana, et on s'est fixé sur tout ça. Et en fin de compte, on donne tout ce pouvoir aux Israéliens sur Cana est inacceptable. Si c'était d'une manière qu'on s'est fixé sur la loi internationale, on s'est dit que la loi internationale c'est comme ça, et les frontières basées sur la loi internationale sont la ligne 23, et puis on est tombé sur des gisements communs ou des réservoirs communs, on aurait géré ça complètement différent. Mais dès maintenant, donner tout ce pouvoir aux Israéliens, c'est un peu triné, je pense. Et merci. Notre bouée de sauvetage pourrait être le rôle de médiateur des États-Unis qui est prévu dans l'accord du 27 octobre, qui donne un rôle essentiel aux États-Unis, un rôle de médiation, qui pourrait être cette bouée de sauvetage. D'ailleurs, il est prévu dans l'accord du 27 octobre que les Israéliens doivent faire preuve d'un bon esprit, disons. Je ne sais pas si c'est ce qui est un peu subjectif. Bon. Merci. Merci à vous. Monsieur Mike Hazard, vous êtes consultant en affaires gazières et pétrolières. D'accord. Je voudrais aborder avec vous d'abord le problème de la gouvernance. Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant pose le problème de la gouvernance, de la bonne gouvernance dans la gestion de tout ce secteur-là. Vous avez une expérience, je pense, dans d'autres pays où vous dites que d'autres pays qui n'ont pas une bonne gouvernance ont découvert des richesses gazières, mais ces richesses gazières, parce qu'elles ont été mal gérées, ça aboutit à des catastrophes. Est-ce qu'on peut, can we elaborate about this? Sure, even though I don't speak any French, I think I understood the gist of the question. Bien que je ne parle pas le français, pardon, j'ai tout compris, j'ai compris ce que vous avez dit. Je suis désolé en avance si je répète quelques points que Laurie a évoqués. Je suis désolé pour le public francophone, je ne parle qu'anglais. J'ai travaillé dans le conseil financier en ce qui concerne les projets d'infrastructure dans le domaine du pétrole et du gaz. Nous donnons des conseils au gouvernement et aux institutions qui financent ces projets-là. Je travaille dans le domaine des gaz naturels liquéfiés. Récemment, en Mozambique, en Russie, en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Pérou. C'est juste pour vous dire que nous travaillons beaucoup dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de comparaisons à établir entre ce qu'on voit au Liban et ce qu'on a vu à l'étranger. Premièrement, le développement, l'extraction et l'exportation du gaz est très difficile. Le nombre de pays exportateurs de gaz est très limité, contrairement à ce que vous pensez. Et contrairement au pétrole qu'on peut forer et envoyer dans un bateau, le gaz a besoin d'investissements infrastructurels à long terme. Il est beaucoup moins rentable que le pétrole. Et ce que l'on trouve dans les pays gaziers, c'est, disons que c'est un projet de gaz naturel liquéfié, parce que le monde s'éloigne des oléoducs qui sont
plus contraignant, mais avec les gaz naturels liquéfiés, il est beaucoup plus facile d'exporter le gaz par le truchement de bateaux. Il y a 5 ans, les gaz naturels liquéfiés constituaient 20% du marché. Aujourd'hui, on en est à 40%. Ça se transforme. Je pense que c'est la solution optimale. Le coût de l'infrastructure des gaz naturels liquéfiés est environ d'$1 milliard par 1 million de tonnes pour l'exportation. Un pays comme le Liban, disons que nous avons découvert que le minimum de gaz nécessaire pour justifier cette infrastructure, on en est à la moitié du réservoir qui est d'à peu près 1,70. C'est trop peu pour justifier un investissement dans le gaz et dans l'exportation. Et de ce fait-là, il nous faut partager notre infrastructure avec les pays limitrophes, sinon le gaz va rester sous terre. Et ce sera un défi majeur à relever. Mais disons que nous avons fait une découverte énorme, suffisamment énorme pour justifier les investissements. Dans ce cas-là, il faut s'assurer que les circonstances permettront cet investissement. Premièrement, il faut des années pour forer. L'accord avec Israël nécessite au moins 4 ans. 2 à 4 ans de temps pour savoir combien nous avons de gaz. Ensuite, nous devons décider si nous voulons entrer dans la phase du pré-développement, comment les mettre au marché, comment trouver les coûts d'investissement. Il faut trouver des investisseurs et des banques qui seraient désireux d'investir des milliards de dollars dans ce pays sans être payés avant 15 ou 20 ans. Il nous faut des contrats pour vendre le gaz à des acheteurs qui se trouvent probablement en Europe, mais peut-être ailleurs aussi. Cela nécessite aussi 15 à 20 ans. Ce que nous savons, c'est que la valeur du gaz au Liban est très élevée, c'est ce que les gens pensent. Le prix du gaz dans un marché en Europe et le prix du gaz dans ces marchés-là n'est pas aussi exorbitant. La plupart des gaz naturels liquéfiés ne sont pas vendus au prix du TTF, et comme au Japon, en Corée et en Malaisie. C'est le prix du gaz à court terme. Ce n'est pas le prix du gaz sur 15 ou 20 ans. Ces prix-là sont beaucoup plus bas. C'est ce prix-là qu'il faut rechercher. C'est la seule façon de convaincre les investisseurs qu'ils auront leur argent dans l'avenir. Qui sait qui serait intéressé par le gaz dans l'avenir? La raison pour laquelle il n'y a pas assez d'investissement dans les combustibles fossiles aujourd'hui, c'est parce que les compagnies gazières et pétrolières aujourd'hui savent qu'aujourd'hui il y a de la demande, mais dans 10 ou 15 ans, peut-être que non. Les pays du Golfe, qui sont très riches en pétrole et en gaz, diversifient parce qu'eux aussi savent que dans 10-15 ans, les choses peuvent changer. Voici les défis que nous devrons relever en ce qui concerne l'exploration et le développement dans les jours qui viennent. Quels sont les risques auxquels le Liban est confronté si nous nous penchons sur d'autres pays dont les systèmes de gouvernance sont mauvais, mais qui ont beaucoup de gaz et de pétrole? Quelles sont les erreurs que ces pays-là ont commises? En fait, nous les commettons nous-mêmes. Nous commettons les mêmes erreurs. Beaucoup d'études ont été menées à ce sujet-là. Généralement, les pays dont le système de gouvernance est mauvais, après avoir découvert leur pétrole et leur gaz, deviennent plus pauvres et pas plus riches. Et la raison est claire. La première serait qu'il est très difficile de développer un champ pétrolier et gazier. Beaucoup de pays découvrent du pétrole et du gaz, mais n'arrivent pas à les forer.
Une deuxième raison, une erreur que nous commettons, c'est que les pays misent tout leur avenir sur la possibilité de trouver du pétrole qui serait susceptible de ne pas se matérialiser. Ils accordent la priorité à cette idée-là, sans diversifier leur économie. Nous essayons de lancer des réformes. Il nous faut essayer de lancer des réformes sur 3 ans qui seraient plus susceptibles de nous faire gagner de l'argent que le pétrole et le gaz. Nos priorités sont des mauvaises priorités. Beaucoup de politiciens misent sur la fortune qui serait générée par le pétrole et le gaz. Nous entendons aussi des gens du secteur privé dire la même chose. Ils disent, voilà, nous allons 400 milliards de dollars en termes de gaz. Alors, il nous faut attendre que ce gaz-là soit monétarisé. Ce processus-là retarde toute l'opération. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens émigrent. Il est devenu beaucoup plus difficile de vivre dans ce pays et aussi de survivre. Beaucoup de pays finissent par vouloir tenir leurs promesses qu'ils ont faites à leur peuple. Le peuple se dit, voilà, étant donné que nous avons cette fortune, commençons à dépenser de l'argent sur les services sociaux, commençons à dépenser au préalable, empruntons de l'argent parce que nous savons très bien que nous allons le récolter cet argent dans quelques jours ou dans quelques années. C'est exactement ce qui s'est passé en Mozambique, un pays qui n'a pas pu repayer sa dette et qui est dans une situation économique déplorable parce qu'ils ont fait la même chose. Ils ont dépensé de l'argent au préalable, de l'argent qu'ils n'ont jamais eu. Maybe 10 years ahead of us in terms of where their developments are. You cannot get around. Il est impossible de continuer avec un système de gouvernance défaillant et un fonds souverain n'aide pas. L'objectif d'un fonds souverain est très précis. Si vous avez une fortune énorme, comme la Norvège, et vous ne voulez pas la dépenser sur l'économie, vous en consacrez une partie pour la diversification. Rien ne prouve que le Liban va se faire beaucoup d'argent grâce au pétrole et au gaz, pardon. Les Israéliens ont fait beaucoup de découvertes. Cette année est une année phare dans leur économie. Je pense qu'ils ne toucheront que 300 à 500 millions de dollars par an. C'est un montant limité, même pour le Liban. Ce n'est pas réaliste aujourd'hui, mais dans l'avenir, peut-être. Aujourd'hui, il faut miser sur autre chose. Pour conclure, je vais essayer d'être bref. Je vais essayer de ne pas parler autant que mes collègues. L'important au Liban, c'est de travailler en parallèle sur le pétrole et le gaz, mais pas seulement sur le pétrole et le gaz. Il faut réparer le système de gouvernance, il faut réformer le processus budgétaire. Si on se fait 100 millions de dollars par an, on n'aura pas besoin de fonds souverains. Il nous faut repayer notre dette et financer les investissements plutôt que de demander de l'argent aux autres. Il nous faut améliorer nos capacités pour pouvoir bénéficier et vraiment profiter du pétrole et du gaz. Il y a quelques semaines, nous avons entendu dire que le Liban n'est pas affecté par les accords entre Total et Israël et que nous ne sommes pas censés être inquiets. Cet accord nous affecte beaucoup, en fait. Ils ont le pouvoir du veto, un veto permanent. Si j'assume que ce qu'on a dit aux gens est de bonne foi,
il faut que je me dise que le gouvernement n'a pas la capacité de comprendre. Ça va affecter la valeur de nos champs, notre capacité de lever des fonds pour ces champs-là. Par exemple, Israël doit approuver tous les membres du consortium. Et si le Liban décide de remplacer un membre du consortium dans 10 jours parce qu'il est incompétent, comment faire venir un nouveau membre du consortium sans savoir que se passe-t-il entre le consortium et Israël? Comment? Et le gouvernement libanais doit prendre la permission du gouvernement israélien pour désigner un membre du consortium. C'est à ça que réfléchissent les investisseurs dans les négociations et dans les processus de financement. Je trouve que le gouvernement libanais vraiment n'a pas compris. Il n'a pas d'expérience en ce qui concerne le développement et le financement de projets pareils. Ils doivent apprécier combien nous sommes en train de sacrifier, ce que nous sommes en train de sacrifier. C'est juste impossible, 0% de chance. On parle maintenant de 17 ou de 20%. La part d'Israël est probablement plus grande que cela. Et si la part d'Israël était en fait de 40%, dans l'accord, on parle de forage au sud de la ligne 23. Donc, il est possible que le gaz se trouve au sud de la frontière. Et que la part d'Israël soit de 40%. Vous pensez que Total serait prête à payer 40% des parts? Non, 0% de chance de ce point de vue-là. Et même s'ils nous disaient ça, il faut que nous comprenions, il faut que nous sachions quelles sont les intentions. Sur papier, l'intention est une chose, mais pratiquement, il se peut que cette intention ne puisse pas être concrétisée. Si on dit, voilà, votre accord ne nous affecte pas, vous allez payer Israël. Et en fait, la part d'Israël est très grande. Et Total décide de ne rien développer. On fera quoi? Ah, mais oui, mais le papier dit, voilà, Total va payer. Non, mais en fait, c'est nous qui sommes affectés. Mais en fait, c'est comme si vous dites, notre argent est à la banque, mais on s'en fout de ce que la banque va en faire. Mais si la banque prend l'argent, vous avez perdu votre argent, vous serez affecté. Ce qu'il aurait fallu que nous fassions, c'est se mettre d'accord sur un cadre de travail commun, plus clair et plus équitable. Ça aurait été plus clair pour tout le monde. À mon avis, l'accord maritime est très fragile, très vulnérable. Il peut se prêter à des disputes, à des mauvaises interprétations. La façon dont Total et Israël interprètent l'accord maritime est complètement différente de la façon dont nous l'interprétons au Liban. Already today, the way the Israelis and Total are interpreting the maritime border deal is different than how the Lebanese side is interpreting it based on what we heard from the chief negotiator a month ago. Merci. Alors, je voudrais directement ouvrir maintenant le débat ou les questions, s'il y a des questions. Oui. Bonsoir. Alors, comme on sait bien que la corruption est un des problèmes majeurs du pays. Supposons, M. Chbat a énuméré une liste de lois, dont une bonne partie concernant la transparence, ethics, international standards, etc. Est-ce que cela veut dire que c'est suffisant pour parer à toute éventualité de corruption? C'est-à-dire, pour être clair, Mme Haïtayan, par exemple, supposons que je suis ministre de l'Énergie et que je suis corrompu. Simple supposition. Est-ce que j'ai la possibilité de profiter de cette manne pétrolière ou gazière si elle s'avère? Vous me demandez à moi? À tous les autres, si vous voulez. Vous êtes une des intervenantes. Peut-être M. Chbat. Ou M. Chbat, je ne sais pas. Je peux répondre et j'aimerais faire un petit commentaire sur ce qui a été dit avant, parce que c'est important de clarifier des points importants. Si c'est possible. Rapidement, c'est pas compris. Rapidement, oui. Il est très important d'essayer. J'ai l'impression que nous devons laisser le gaz comme ça, souterrain, et ne rien faire. C'est mon impression. Il y a des défis.
Nous avons réalisé quelques exploits, mais encore, il nous faut penser à un seul objectif: exploiter nos ressources, de tous les points de vue. Mais au sud, il faut ajouter une couche supplémentaire. En se référant à notre constitution libanaise, aux lois libanaises, nous ne pourrons pas normaliser les relations avec Israël. Donc n'oublions pas cela. Ce cas n'est pas similaire aux autres cas dans le monde. Il faut admettre ceci. En admettant ceci, nous réfléchirons plus créativement en lisant l'accord du 27 octobre différemment. Nous avons des défis. Nous avons une ligne de 120 km dans le sud. Dans l'avenir, nous allons trouver des réservoirs communs dans le sud, entre deux pays. Normalement, entre deux pays qui ont des relations normales, ce que vous venez de mentionner est très normal. Ce n'est pas quelque chose de supplémentaire que le pays doit faire. Ce que vous avez mentionné, Laurie, c'est un cas classique de réservoir commun. Mike, ce que vous avez mentionné, bien évidemment, il y a une fragilité. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous avons des problèmes, bien sûr. Il y a un rôle permanent que jouent les États-Unis dans cet accord, que ce soit maintenant ou dans 30 ans ou 40 ans. Et si vous retournez au contexte régional, et là je vais conclure, Israël n'a jamais tenu ses promesses, n'a jamais respecté ses engagements. Aujourd'hui, il peut respecter ses engagements, mais demain non. Dans quelques années, Israël pourra changer d'avis. Ce que je tiens à vous dire, c'est que nous devons essayer, nous devons marcher entre deux lignes. La première, exploiter nos ressources, et la deuxième, éviter la normalisation, jusqu'à ce que la politique libanaise change, jusqu'à ce que les décideurs, croyez-moi Mike, je ne suis pas à la défensive en disant ça, mais croyez-moi, cette pensée est une pensée créative. Nous ne pouvons pas négocier avec un État ennemi sans exploiter nos propres ressources. C'est un cas classique. C'est la raison pour laquelle Total était la troisième partie pour appliquer cet accord. Nous sommes fiers de dire que nous ne voulons pas prendre part à cet accord. Nous ne voulons pas être sollicités. Non, nous ne voulons pas. Notre accord est celui que nous avons signé le 27 octobre et qui stipule que cette partie sera laissée aux opérateurs et Israël. Ce qui nous inquiète, c'est le fait qu'ils n'ont pas le droit de forer au sud de la frontière. Et c'est une question de souveraineté ici. Nous avons un veto, nous, concernant le forage au sud de la frontière. Je sais qu'il nous faut porter plusieurs chapeaux, la technologie des 5 chapeaux, le chapeau rose pour la positivité, le chapeau rouge pour la négativité. Tous ces chapeaux ont été portés. Le gouvernement, ce n'est pas que le gouvernement n'a pas d'expertise, mais il faut porter tous les chapeaux. Il nous faut être créatifs pour marcher entre deux lignes, la normalisation et l'exploitation des ressources. Il y a un risque, oui, mais nous avons une superpuissance qui fait partie de cet accord et nous sommes censés évaluer l'intention de cette superpuissance. Nous ne sommes pas supposés avoir honte. Je ne parlerai pas des problèmes politiques, mais je suis obligé de dire qu'il s'agit d'un accord classique, comme vous avez dit, Laurie. Mike, vous avez dit la même chose. Mais il nous faut trouver un plan qui nous permettra d'exploiter nos ressources sans peur et avec des garanties. C'est ça, le défi majeur. En ce qui concerne la corruption et la transparence, nous ne manquons pas de loi au Liban. Nous ne manquons pas de loi.
Nous manquons l'application des lois. C'est cette application qui nous fait défaut. Il faut faire attention. Ce n'est pas une question de rédiger de nouvelles lois. Il faut appliquer ce qui existe déjà. D'après ma propre expérience dans le secteur privé, je n'ai pas travaillé dans le secteur public longtemps et j'en suis fier, mais j'aimerais dire que cette modalité qui a été planifiée dans le secteur ne manque pas de loi, ne manque pas de régulation, ne manque pas d'instruments pour gérer ce secteur convenablement. Nous nous penchons sur la gestion du revenu et sur la prospérité. Mais il faut que ce soit dynamique. La vraie lutte réside dans le fait de savoir gérer les revenus. Nous ne sommes pas censés uniquement repayer notre dette ou rembourser notre dette. Parce que la génération actuelle n'a pas le droit de corriger ses erreurs de cette façon. Quand on parle d'une dette, qui date de je ne sais quand, il faut proposer des projets. Cette philosophie doit être mise en œuvre. Appelez-la comme vous voulez, la gestion des revenus du pétrole et du gaz. Nous devons adopter cette philosophie. Si nous n'essayons pas, nous n'obtiendrons aucun résultat. Mais si nous essayons, nous allons commettre des erreurs, mais vouloir, c'est pouvoir. J'ai toujours dit ça, j'ai toujours été optimiste. Personnellement, je ne m'arrête pas devant un obstacle, je trouve des moyens de le contourner. Il faut réfléchir à la réalité de ces accords et à l'exploitation avant d'évaluer les scénarios futurs. Merci. Merci pour tous les détails techniques que vous nous avez présentés. En fait, le public libanais, un citoyen X, l'essentiel pour lui, c'est de savoir comment ce fonds souverain sera géré. En fait, c'est ça la problématique, c'est le fonds souverain. Nous, on sait que le public libanais a beaucoup reçu des informations sur le fonds souverain norvégien, comment ce fonds souverain allait financer des projets sociaux, des projets des pensions de retraite, mais on sait que nous n'avons pas ni la transparence, ni la gestion du pays comme la Norvège. Nous avons deux expériences comme celui du Fonds souverain de Azerbaïdjan et le Fonds souverain de l'autorité palestinienne. Les deux étant deux expériences qui ont eu beaucoup de succès, qui sont gérées en partie par la diaspora de ces deux pays. Est-ce qu'on peut espérer un fonds souverain? Et comme vous avez déjà dit dans l'article 3, it shall be managed by a law that is yet to be determined. Donc on n'a encore ni la loi, ni les prérogatives, ni le rôle, ni rien du tout. Donc si jusqu'à maintenant on ne sait pas comment tous ces revenus de nos ressources gazières et pétrolières vont être gérés, comment est-ce qu'un citoyen libanais peut faire confiance à un fonds souverain où on ne sait ni comment il va être formé, ni comment sera la gouvernance, ni qui va le gérer, où iront les revenus? Est-ce que nous avons une idée ou un plan pour de faire participer en partie la diaspora libanaise qui a montré aussi beaucoup de compétences dans ce domaine? Merci. On a commencé à nous raconter l'histoire de ces extractions de pétrole et de gaz et tout ça. Et puis, bien sûr, on n'a jamais parlé, personne n'a parlé jusqu'à cette soirée-là, de fonds souverains. Et ce qu'on entend aujourd'hui dans les milieux économiques au Liban, avec la crise qu'on est en train de vivre, c'est qu'on commence à parler de collatéral. C'est-à-dire d'aller emprunter de l'argent sur ce qui est supposé être extrait des puits de gaz et autres. Et M. Hazar, je crois, a très bien résumé la situation dans ce sens-là. Il ne faut pas qu'on donne de faux espoirs aux Libanais.
Et il faut qu'on sache exactement de quoi est-ce qu'on est en train de parler et de gérer un peu cette affaire qui est en train de donner des rêves, je veux dire, de pouvoir, ou le rêve de pouvoir couvrir tous les méfaits qui ont été faits sur le plan économique par un gaz supposé exister dans une période proche, comme beaucoup sont en train d'espérer aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement, on devrait aborder ce problème avec beaucoup plus d'attention, avec beaucoup plus de précision, pour ne pas donner de faux espoirs aux gens. Et à mon avis, la meilleure chose qu'on pourrait faire dorénavant, c'est d'aller voir et d'essayer de gérer les problèmes qui sont en cours maintenant, abstraction faite de ces extractions-là. Je vous remercie. Je peux ajouter quelque chose de très intéressant, parce que c'est M. Abdelama qui est en train de parler. Donc, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé en 2018. Et je pense qu'on doit continuer sur ça. Et c'est la compétition entre les partis politiques. Donc, en 2018 et 2017, je pense, donc c'était la compétition entre les forces libanaises et le Free Patriotic Movement. Donc, cette compétition a abouti à la loi qu'on parle de la transparence. Parce que l'idée, quand ils ont commencé, si tu te rappelles, Wissam, c'était l'idée que oui, le ministère et le ministre et le X, Y, ils vont avoir le pouvoir d'abuser de ce secteur et tout ça parce qu'ils sont en contrôle de ce secteur. Et puis, il y a eu cette compétition. Alors, les forces libanaises, ils ont dit non, on va arrêter tout ça. Et on a eu la loi de transparence qui était très bien pour le Liban. Donc, je pense cette compétition entre les partis politiques, et je dis ça pour donner exemple maintenant, avec le fonds souverain qu'on est en train de parler, parce qu'il y a 3 lois au Parlement, et je pense que hier ou aujourd'hui, ils ont eu la première séance. Hier. La semaine prochaine, il y a une... Exactement. Donc, il y a les séances au Parlement pour discuter des fonds souverains. Donc, il y a 3. Il y a un qui a été présenté par le Free Patriotic Movement, et l'autre qui a été présenté par le Shtiraki, et le troisième, c'est par monsieur Berri. Donc c'est trois projets, bien sûr, parce que c'est très important, parce que basé sur la loi, et comme Wissam a dit, les revenus doivent passer dans ce fonds souverain. Donc, c'est très important. Ça, c'est l'enjeu maintenant. Ça, c'est le plus important maintenant. Si on va continuer avec ça, tout ce qu'on est en train de parler, c'est presque du passé maintenant avec les frontières et l'accord et tout ça. Maintenant, on doit se fixer sur le fonds souverain et vraiment faire une loi qui a tout ce que Lina a dit, avec la transparence, est très clair qui va gérer ce fonds et où on va investir. Et puis la question très importante qu'on a posée, avec la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, est-ce que c'est encore la bonne politique ou la bonne, si on veut, le bon plan de mettre tout l'argent dans le fonds souverain, où il y a une part de cet argent qui doit être injecté dans l'économie du Liban, avec tout ce qu'on a vécu. Donc, si on repart à l'expérience norvégienne, c'était pas dès le premier jour qu'ils ont eu le fonds souverain. Non, ils ont travaillé des années et des années, et ils ont injecté l'argent du pétrole dans l'économie. Quand ils ont abouti à un point où il n'y a plus de pouvoir de vraiment injecter cet argent parce qu'ils ont tout fait, tout ce qu'ils ont besoin de faire. Donc, le surplus, il a commencé à être mis dans le fonds souverain. Donc, c'est une question. En 2010, on était dans une autre situation, bien sûr, et peut-être, je pense que parce qu'on n'avait pas la régularité du budget en même temps, parce que c'est ce qu'il a dit. On ne peut pas faire passer un budget chaque 10 ans. Ou gérer le pays de cette manière. On peut passer le budget et on le fait passer la loi budgétaire. Donc c'est très important. Donc on doit penser à tout ça. Et comme on a dit, les institutions, la gouvernance du pays, c'est très important pour pouvoir profiter. Sinon, on ne va pas voir de profit dans tout ça. On va voir qu'il va y avoir des compagnies qui vont travailler, ils vont nous donner l'argent. On ne va pas savoir où est l'argent. On ne va rien savoir parce que le fonds, c'est Sandou el-Aswad. Et puis, on n'a pas la régularité des institutions et du financement de ce pays. Donc, on a beaucoup de travail à faire avant de vraiment
avant de vraiment imaginer comment on va profiter. Donc, son job à lui, c'est de faire ce qu'il est en train de faire. Son travail à lui, c'est de faire ce qu'il est en train de faire. Mon travail, c'est ce que je suis en train de faire. Votre travail, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, leur travail, c'est ceux qui sont en train de le faire. Donc, chacun a un travail à faire dans ce pays pour qu'on puisse, en fin de compte, arriver à quelque chose que nous souhaitons. Wissam souhaite la même chose que moi je souhaite, que toi tu souhaites, qu'il souhaite. C'est pas qu'on est ennemis dans le pays, mais chacun a son rôle à jouer, et c'est pour ça qu'on est là. C'est très bien qu'on est toujours en train de pouvoir parler de tout ça, et c'est très bien qu'on a cet espace pour partager nos pensées et pour travailler ensemble sur les challenges qu'on est en train de voir dans ce pays, parce qu'on souhaite juste avoir un pays comme nous, vivable. Il y a d'autres questions? Oui, Ami. Puisqu'on a tellement de problèmes au niveau du bloc du Sud, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas dans les autres blocs, Batroun, etc., le 4? Non. Le bloc 4, Le bloc 4. Ouais, bon, disons le bloc 4. Peu importe, mais pourquoi on est concentré well, we always... Vous voulez que je réponde? S'il vous plaît. Pardon. Je peux répondre en anglais, ça va? Okay. If you have seen the map, definitely you have seen it. We have 10 blocks. Nous avons 10 blocs sur la carte. Les études ont englobé les 10 blocs. Les infos sismiques sont disponibles pour que les compagnies puissent donner leur permission. Les blocs peuvent être étudiés avant d'être misés dessus. Les risques sont évalués eux aussi. Dans la première vague de permission, en fait, la loi a été votée en 2010, les derniers décrets en 2017. Pendant ces 7 ans, nous avons raté des opportunités. Le pétrole a monté et a chuté. 53 compagnies étaient intéressées par le pétrole au Liban en 2013. Nous avons fini par n'obtenir que 3 offres en 2017. Nous avons raté cette opportunité. C'est la raison pour laquelle les blocs offerts ont été le bloc 4 et le bloc 9. C'était ces blocs-là qui ont été proposés. Nous avons lancé les opérations en fonction des accords qui ont été signés. Alors, pour la deuxième vague d'autorisation, malheureusement, le temps mort que nous avons eu entre 2013 et 2017 a découragé les compagnies à miser sur des blocs supplémentaires. Maintenant, nous sommes sur la voie, avec cet accord sur les frontières maritimes, pour parler du bloc 9 autour duquel nous avons un contrat. Plus tard, nous allons pouvoir procéder avec des blocs supplémentaires pour attirer plus d'investisseurs. La situation du pays n'aide pas. Vous savez très bien ce qui s'est passé les 3, 4 ou 5 dernières années. Le tumulte et les problèmes auxquels nous faisons face, malheureusement, sont trop tangibles. Ils affectent les investissements. Il nous faut gagner la confiance des autres. Cet accord et l'annonce d'une nouvelle exploitation, d'un nouveau forage dans le sud, ajoutent à la positivité de l'opération. Concentrons-nous sur ça, parce que nous avons perdu beaucoup trop de temps déjà. Nous ne pouvons plus compenser les choses que nous avons perdues, mais il nous faut tracer une frontière et ajouter de la positivité, ajouter de l'espoir. Ensuite, nous ajouterons d'autres blocs pour attirer plus d'investisseurs. À mon avis, avec la participation des Américains, nous aurions
peut-être accès à de nouveaux investisseurs potentiels. Voyons voir ce qui va se passer dans les mois à venir, ce qui va se passer en termes d'investissements étrangers et en ce qui concerne aussi les blocs supplémentaires et les puits d'exploration. Right now, technically, the chances to have gas in the south or in the Block 4 are the same, or nine. Écoutez, je ne veux pas parler trop techniquement, mais il y a 3 domaines principaux dans le pays. Le premier, les blocs 8, 9, 10, 5 et 6. Un autre qui couvre le nord du Liban entre la Syrie, Chypre et le Liban. Et ensuite, la région côtière qui s'étend sur 30 km. Une autre région est affectée par le domaine géologique onshore, qui est une extension de la Syrie. Plus vous allez vers les offshore, plus vous aurez des chances de trouver du gaz. En ce qui concerne la qualité du réservoir, les blocs du sud sont affectés par ce qu'on appelle Etamar Sand, un genre de formation sableuse qui vient des rivières et qui constitue un bon réservoir. C'est la raison pour laquelle la chance de prospectivité est plus élevée grâce à cette couche géologique qui a été explorée à Chypre, au sud, et grâce aux multiples découvertes qui ont été faites. Scientifiquement parlant, nous avons pu prouver que ces canaux arrivent au Liban. Nous pouvons les trouver sur une carte, ces rivières dans les parties offshore du Liban au sud. So this is the first play domain. Those are all affected by the contract we have with Israel. They are affected by this. La seule chose qui est affectée, c'est le réservoir commun au cas où il existe. Ce réservoir commun, s'il existe, sauf s'il y a des réservoirs communs, Laurie a utilisé les mêmes mots que moi, la géologie et la géographie. Nous avons tracé la frontière au sud, à l'ouest et potentiellement même au nord, mais quand vous tracez des limites, vous avez de grosses chances de trouver des dépôts transfrontaliers. À Chypre, il n'y a aucun souci parce que nous sommes en bons termes avec les Chypriotes. Nous partageons les mêmes lois. Nos deux systèmes sont similaires. Nous progressons sur ce front-là. Avec la Syrie, il nous faut encore délimiter les frontières pour pouvoir ensuite discuter de la problématique des dépôts communs. Il faut réduire les risques géopolitiques pour que les compagnies investissent. Mais nous avons toujours des frontières à l'intérieur du Liban qui peuvent être investies. Celles-ci sont affectées par la situation économique et politique du pays. Ces régions-là doivent être contrôlées, doivent être rendues attrayantes pour les investisseurs potentiels. Il nous faut travailler dur pour compenser ce que nous avons perdu durant les 6 ou 7 dernières années, à savoir le manque de confiance et la mauvaise publicité même du pays en tant que tel. Les problèmes politiques, les problèmes confessionnels, mais la mauvaise publicité nous affecte grandement. Nous sommes tous responsables de cela. Il faut essayer d'améliorer la situation. Voilà le défi qu'il nous faut relever. La période d'exploration initiale était de 3 ans. Les contrats ont été signés en 2018. La première exploration était censée se terminer en mai 2021. Mais à cause du Covid, le Parlement a passé plusieurs lois relatives à la suspension des délais contractuels et les compagnies ont eu 18 mois d'extension de prolongement grâce à ces lois-là. L'administration pétrolière libanaise est intervenue en disant
qu'il faut déroger à cette règle, ne pas inclure tout. Le dernier prolongement a exclu les activités pétrolières. De ce fait-là, le prolongement a pris fin le 22 octobre 2022. Ce que nous avons fait maintenant est le suivant. Nous n'avons pas la nécessité de prolonger pour plus d'1 an parce que le forage a déjà été fait. Il nous faut évaluer les résultats. Et à notre avis, 1 an était suffisant. À la fin de cette année et en octobre 2023, il nous faudra prendre une décision, soit passer à la deuxième phase d'exploration et s'engager à forer à nouveau, ou se retirer. Nous pourrons dans ce cas-là forer à nouveau avec quelqu'un d'autre sur le bloc 4. Mais dans le bloc 9, étant donné qu'aucun forage n'a été fait en raison de la frontière maritime disputée, nous avons accepté un prolongement de 2 ans et 7 mois. Si le forage est confirmé, il aura lieu en 2023, c'est-à-dire avant la fin de cette période qui est censée prendre fin en mai 2025. Nous espérons avoir de bons résultats pour un des 3 scénarios que Laurie a évoqués. Le troisième scénario serait par exemple de trouver une découverte commerciale, de faire une découverte commerciale qui aura un impact positif et qui attirera les compagnies et qui fera qu'elles mettront les offshore du Liban au-dessus de leur radar. Nous pouvons parler de la monétarisation, de l'exportation. Bien évidemment, c'est un défi à relever, mais encore une fois, ayons accès à l'ours avant de l'écorcher. En 2 ans, il nous faut avoir une bonne infrastructure et un bon plan du marché. Il nous faut savoir de quoi notre économie a besoin. Nous savons que pour gazéifier notre économie, il nous faut dépenser une certaine somme. C'est une des raisons pour lesquelles les compagnies se sont intéressées au Liban. L'absence du gaz, aujourd'hui, est une malédiction, mais c'est en même temps une grâce une chance pour les investissements futurs. Voilà, But if they want to use common infrastructure, if the result comes out that this can be commercial only if you have to use the common infrastructure existing around. Let's give you a scenario. Je vous donne un scénario. Nous ferons le bloc 9 et nous faisons une découverte. Nous n'avons pas besoin de plus de 2 puits pour explorer tout le réservoir. Le gaz est fluide, il est existant. Imaginez ce scénario. Je travaille dessus d'ailleurs. Si vous reliez les 2 puits par un oléoduc à la centrale de Zahrani, il y aura un forage en 2 ans. 2 ans après la découverte des gaz qui sont véhiculés vers Zahrani, 300, 500, 1000 mégawatts. Ce sera un oléoduc de 7 km environ. Vous savez combien ça coûtera, l'engagement, le temps que cela prendra pour construire cet oléoduc. Je trouve qu'on aura les résultats les plus rapides ainsi, en allant dans cette direction. Ça, c'est un scénario. Si les quantités sont trop grandes, il nous faudra des investisseurs avec des millions et des milliards de dollars. Nous avons cette option. N'oubliez pas, Chevron envisage de développer les champs à Chypre et de relier Chypre à l'Égypte. Et de ce fait-là, l'Égypte, naturellement, sera
une destination pour les gaz naturels liquéfiés dans la région. Si nous relions le bloc 9 au champ chypriote avec un oléoduc de 90 km, nos gaz seront véhiculés en Égypte et nous utiliserons l'infrastructure égyptienne. Nous paierons les frais d'exploitation et d'exportation aussi. Nous ne sommes pas isolés, ni en termes d'investissement, ni en termes de scénarios potentiels. Mais encore une fois, et attrapons l'ours avant de l'écorcher. Nous en parlerons plus tard. Je suis surpris de découvrir que les détenteurs des droits sont intéressés par le développement pour le marché local seulement. Nous partagerons les infos relatives avec vous. Tout ce que nous avons entendu dire, c'est que la seule cible, c'est l'export. Et de là à croire qu'ils vont investir 7 milliards de dollars juste pour le marché libanais local, non, non seulement. La demande pour le gaz existe. Nous nous penchons sur les marchés. Et non, ce n'est pas une petite demande. Israël produit 15 milliards de mètres cubes par an. Ils en utilisent 12 et exportent le reste. Donc, produisons 12 milliards et utilisons-les. Oui, mais ils ont de très bons acheteurs, des acheteurs... We can discuss that offline. Je voudrais remercier d'abord les intervenants. Je pense que la discussion a été très utile, toutes les informations que vous avez données. Je voudrais remercier ceux qui sont venus, ils sont restés avec nous. Et je voudrais rappeler que ces rencontres ici à Beyrouth vont être organisées à un rythme mensuel. Chaque mois, nous allons aborder un thème qui est un sujet de débat, sans rentrer dans la politique politicienne, évidemment. Nous allons aborder chaque mois un grand thème qui peut faire l'objet d'un débat national. Vous serez informés au fur et à mesure de ça. Je vous remercie de votre présence et merci aux intervenants.